Bonjour à tous. Dans le cadre des ETS ou des ETL, je ne sais pas comment on va les appeler dorénavant, quelques éléments d'actualité financière, deux sujets aujourd'hui. Un sujet en relation avec l'atelier Le Scandale Dexia. Comment vont se passer les discussions sur les emprunts toxiques. Puis un sujet un peu plus large qui concerne tout le monde. Comment se présente la construction des budgets 2014 dans le cadre du projet de loi de finances présenté et actuellement en cours de discussion au Parlement, donc présenté par le gouvernement. Premier point, les emprunts toxiques. Nous sommes aujourd'hui dans une situation, je peux dire, un peu de no man's land. Le gouvernement a présenté un texte qui est l'article 60, un fonds de soutien aux emprunts toxiques qui fonctionnerait sur une période de 14 ans, 15 ans, 2014-2028, et puis une loi de validation rétroactive des taux effectifs globaux qui seraient absents ou erronés sur les contrats de prêt antérieurs, ceci pour faire obstacle à la jurisprudence du 8 février 2013 du tribunal de grande instance de Nanterre dans le dossier que chacun connaît entre Dexia, ou plutôt SFIL aujourd'hui, et le Conseil général de Seine-Saint-Denis, mais qui est évidemment d'une portée générale, puisqu'il faut savoir qu'il y a à peu près une bonne moitié, pour ne pas dire les 2/3, de ces contrats qui tombent sous le coup, soit d'une absence de TEG, soit d'un TEG erroné sur le contrat. La question est aujourd'hui très incertaine. Lorsque nous rencontrons des juristes, que ce soit des avocats qui travaillent pour les collectivités locales d'un côté, ou que ce soit des juristes des ministères de l'autre, nous avons évidemment deux sons de cloche. Les uns considèrent qu'ils feront tomber le texte devant le juge constitutionnel, pour ne pas dire le juge européen, mais là ça prendra un peu plus de temps. Et les autres considèrent que le dossier est plié, et que par conséquent, tout va se passer comme sur des roulettes. À l'évidence, l'un des deux camps se met le doigt dans l'œil, on ne sait pas encore lequel, et le fonds de soutien va évidemment dépendre de cela. Parce que lorsque ces décisions ont été envisagées dès le mois de juin dernier à l'occasion d'un arbitrage ministériel préparatif au projet de loi de finances, nous avions évoqué deux questions qui étaient pendantes sur le fonds de soutien. Première question, la rétroactivité. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de prendre en compte des transactions qui seraient intervenues au deuxième semestre, je rappelle qu'on était en juillet quand on a posé cette question, au deuxième semestre 2013 entre les banques et les collectivités concernées. Est-ce que ça sera validé rétroactivement dans le cadre du fonds de soutien le jour où il existera, pas avant janvier? Et deuxième question, est-ce qu'il y aura un dispositif comptable qui permettra de faire en sorte que les collectivités qui seraient amenées à enregistrer des soultes, entendez une augmentation de leur encours de dette, donc ça fait évidemment mal sur les ratios, est-ce qu'on va leur permettre d'inscrire une créance sur l'État, ce qui est d'ailleurs la même chose que ce qui existe pour les entreprises dans le cadre du crédit impôt compétitivité emploi. Ça ne coûte rien à l'État, c'est purement des systèmes comptables. Nous n'avons obtenu aucune réponse à ces deux questions, ou plus exactement sur la question comptable, elle n'a pas été vraiment abordée. Sur la question de la rétroactivité, en réalité la réponse c'est non, et pour une raison que chacun comprendra. D'un côté, il n'y aura pas de rétroactivité a priori, parce que comme on n'est pas certain que la loi de validation ne sera pas rejetée par le juge constitutionnel, Bercy n'a à l'évidence pas l'intention de lâcher la moindre miette du fonds si jamais il n'obtient pas sa loi de validation, donc on ne donnera pas de rétroactivité a priori. Et a posteriori, dans l'hypothèse où tout se passe bien pour le gouvernement et que le fonds puisse voir le jour parce que la loi de validation est validée, si je peux dire, eh bien dans ce cas-là, il n'y aura pas de validation a posteriori parce que comme on n'aura pas défini des règles a priori, ça serait trop dangereux pour l'État, ça lui coûterait trop cher de pouvoir légitimer des transactions sur lesquelles il n'aura pas fixé de consignes a priori. Ce qui veut dire que nous avons eu 6 mois de perdus entre juillet et décembre. Pour le reste, évidemment, les assignations continuent. Certaines négociations se font parce qu'il y a d'autres prises que le TEG et par conséquent, les banques apprécient d'une manière plus ou moins fine le risque qu'elles encourent et donc les conséquences qu'elles peuvent en tirer dans des négociations avec l'emprunteur. Mais malheureusement, ces 6 mois de perdus, c'est quelque chose qui est préjudiciable à tout le monde.
aussi bien, bien sûr, aux collectivités, aux banques, et puis accessoirement, mais c'est pas uniquement accessoire, c'est politique, aux élus qui sont candidats dans les mairies à leur réélection dans maintenant à peine plus de 3 mois, et qui auraient bien aimé pouvoir trouver un accord sur cette fameuse dette toxique. Voilà la situation au 5 décembre 2013 dans le cadre des ETS de Lyon. Nous sommes évidemment sur un sujet beaucoup plus général parce qu'il concerne évidemment toutes les collectivités. Je crois que chacun a compris que nous sommes à un point de rupture de la manière dont se sont bâtis les équilibres financiers entre l'État et les collectivités locales. Rappelons-nous qu'il y a encore 6 ans, en 2007, nous avions un contrat de croissance des dotations de l'État. Nous étions sur l'inflation, plus un tiers de la croissance économique pour ce qui concerne l'enveloppe normée, la moitié de la croissance économique pour ce qui concerne la DGF elle-même. Bon. En 6 ans, on est passé de l'inflation plus un bout de la croissance à l'inflation tout court, à zéro, et maintenant, pour 2014, à une ponction de 1,5 milliard d'euros, que d'ailleurs, lorsque l'on observe en tant qu'observateur, en tant qu'attentif extérieur et objectif la situation budgétaire de l'État, on ne peut pas décemment considérer que ces choses-là sont des choses anormales. Que les collectivités qui représentent 18% du budget de l'État soient, comme on dit maintenant couramment, soient associées à la maîtrise du déficit budgétaire est quelque chose qui est évidemment qui tombe sous le sens. 1,5 milliard en 2014, 1,5 milliard en 2015. Et très honnêtement, je pense qu'il faut, pour tous ceux qui font des prospectives à horizon de 4 ou 5 ans, et qui donc doivent prendre en compte l'impact des projets qu'ils vont faire, des perspectives fiscales, financières, etc., je pense qu'ils peuvent aussi imaginer que ça ne s'arrêtera pas au 31 décembre 2015 et que les années 2016, 2017 et suivantes seront également marquées par une réduction des concours de l'État. Donc ce sont des situations qui concernent évidemment toutes les collectivités puisque les 1,5 milliard ont été répartis entre les communes, les communautés, les départements et les régions dans le cadre d'une présentation qui a été faite en juillet devant le comité des finances locales et qui, bon gré, mal gré, a été admise par tout le monde. Ça a évidemment des répercussions considérables sur les budgets. D'abord parce que la ressource fiscale des collectivités ne va pas non plus progresser d'une manière démesurée. Les ressources fiscales de l'État sont en recul avec la TVA qui n'est pas au rendez-vous, avec l'impôt sur les sociétés qui produit moins que prévu. Et par conséquent, on ne peut pas non plus imaginer que la CVAE, la cotisation à la valeur ajoutée qui tombe dans les caisses de toutes les collectivités, va non plus progresser d'une manière très conséquente. Et c'est donc évidemment sur la dépense que va porter la marge de manœuvre du budget. Mais quand on dit sur la dépense, l'objectif ici, quand on en parle au nom des collectivités locales, et je veux dire en tant qu'intervenant auprès d'elles, exclusivement auprès d'elles, je ne voudrais pas du tout tomber sous le coup de ce qu'on entend parfois auprès de détracteurs du monde public au sens large et qui disent « ouais, ils dépensent trop ». Je pense que c'est en interne qu'on peut trouver des solutions qui sont tout à fait pertinentes et qui remettent le moins possible en cause la manière dont le service public s'exerce auprès de ses bénéficiaires, c'est-à-dire de la population. Je vais prendre un exemple. On parle beaucoup de mutualisation. Je pense que la mutualisation, d'abord, est non seulement nécessaire, mais que l'État aurait pu donner un aval beaucoup plus tôt, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a encore quelques années, les préfectures contestaient les expériences de mutualisation au nom de sordides questions de primes entre les fonctionnaires d'État et les fonctionnaires territoriaux. Il les admet maintenant, mais la mutualisation, ce n'est pas uniquement le partage de moyens entre une ville-centre et sa structure intercommunale, dont chacun sait que les grands exemples historiques, et toujours présents bien sûr, sont ceux de la communauté urbaine de Strasbourg, de celle du Mans, et aussi bien sûr de quelques autres couples ville-centre agglo, que ce soit une communauté urbaine ou une communauté d'agglomération. Lorsque j'interviens dans des communautés de communes, à l'occasion en particulier de fusion, je leur dis souvent,
Vous savez, vous avez parmi vos missions, et c'est quand même important dans le monde rural, de faire du portage de repas. Est-ce que vous serez encore capable d'avoir les moyens financiers d'en faire si vous ne rationalisez pas la manière dont vous exercez vos missions administratives? Et ça signifie par conséquent qu'il y aura peut-être d'ici quelques années une seule fiche de paye entre, par exemple, une communauté de communes et ses 15 ou 25 communes, donc en tout 16 ou 26 personnes morales. Et qu'à partir du moment où on ne remet pas en cause le service public, il y a des techniques intelligentes de gestion du personnel, de gestion des ressources humaines, de marché public, de centrales d'achat, qui sont à imaginer. Et il y a aujourd'hui d'ailleurs des expériences également en matière de centrales d'achat qui se montent entre plusieurs départements, entre un département et les agglomérations de son territoire. Je pense que c'est de cette manière-là que le secteur public montrera qu'il est capable de faire face à la contrainte budgétaire et qu'il est capable de y faire face sans perdre son âme, c'est-à-dire en continuant à apporter un service à sa population, mais en maîtrisant le fonctionnement interne des rouages, de manière à ne pas faire perdre ces services à la population dans le cadre du respect de la contrainte budgétaire qui s'imposera à lui.